Bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui parle avec vous de l'actualité du géant de la tech Microsoft. 3e épisode de la saison 11 avec ce soir Richard et Cassim. Bonsoir Richard. Bonsoir. Ça va, bien remis du dernier épisode ? Tout va bien, oui. Cette fois-ci, je ne suis plus dans Notre-Dame de Paris. Normalement, le son devrait être meilleur. D'accord, bon, mais super. Et à côté de toi, il y a Cassim. Salut Cassim. Salut. Pas de problème de son pour ta part ? Non, normalement, je tape du bois, mais non, ça va. Non, vous avez le même micro tous les deux, donc c'est l'équipe des Yeti. Allez. Bon, messieurs, je vous propose de commencer avec une première partie. On va parler de nouveautés sur Windows 11 et ensuite on va parler jeux vidéo. Notre camarade Florian n'est pas là, donc on va en profiter. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Zou, on part sur Windows 11. Qui c'est qui va me parler de ça ? J'ai cru entendre que pour l'instant en bêta, il allait être possible de lancer enfin nos applications Android sur nos ordinateurs. Cassim, c'est quoi cette histoire ? C'était promis pour le lancement de Windows 11 à la base quand même, donc il était temps. Mais pour l'instant, c'est que en bêta et c'est que théoriquement aux États-Unis. Donc il est possible, si vous êtes insider bêta, de télécharger le sous-système Android pour Windows 11. Qu'est-ce que c'est élégant comme terme. Ah là là. Et on fait comment, Cassim, pour télécharger ça ? Pour le coup, c'est très simple si vous étiez dans la bonne situation, c'est-à-dire que si votre PC est réglé en région États-Unis et que vous êtes dans la bêta Insider, du coup, vous pouvez directement aller sur le Microsoft Store. Il y a l'application Amazon App Store qui est disponible. Il y a aussi le Windows Subsystem for Android qui est aussi disponible en téléchargement. Les deux passent par le store, c'est vraiment très simple. En 2 clics, tu as tout téléchargé. Et puis, du coup, ça nous permet de découvrir un peu plus comment ça va fonctionner. Notamment, il y a un point qui est intéressant. Il y a une application donc, de gestion un peu de tout ça, donc qui te permet d'accéder aux fichiers, etc. Et surtout, qui t'a donné le choix entre 2 options. Soit l'option continue, où en fait le sous-système Android va tourner en permanence sur ton PC, ce qui va du coup consommer des ressources, mais faire en sorte que les applications du coup démarrent rapidement. Oui. Ou autant que nécessaire, c'est le nom donné à l'autre option. Qui en fait que le sous-système il se ferme à chaque fois que tu fermes l'application Android que tu as installée et il redémarre à chaque lancement d'application. Du coup c'est un peu plus long, mais au moins tu ne consommes forcément aucune ressource quand les applications sont fermées, quoi. D'accord, donc dans ce cas-là par contre on n'a pas tout ce qui est notification ou tâche en veille. J'imagine. Alors je te cache pas que j'ai pas testé ça, mais j'imagine que non. Mais ouais, c'était surtout oui, non, j'imagine que non. Alors, je voudrais savoir, Cassim, est-ce qu'il y a des limitations qui sont liées à cette émulation ? Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est qu'une émulation des applications Android sur Windows 11. Alors déjà, j'ai envie de te dire oui, parce que la première limitation, c'est tout simplement que l'Amazon App Store, pour l'instant, il n'est pas disponible en France. Donc du coup, déjà, quand tu télécharges le truc, t'es bloqué. Oui. Heureusement, tu peux passer par les options de développeur pour installer n'importe quel fichier APK. Donc les fichiers APK, c'est les exécutables Android en fait, donc c'est le package qui contient l'application, qui est facile à installer après. Donc il y a beaucoup de sites qui proposent de télécharger directement les applications. Mais il y a une autre grosse limite. Je pense que c'est vers ça que tu voulais m'envoyer. C'est possible. Il n'y a pas les Google Play Services, donc le truc ultra utile sur les smartphones Android, qui permet en fait d'installer le Google Play Store, les applications Google et surtout toutes les applications Android qui font appel au service Google. Et il y en a pléthore. Huawei pourrait t'en parler. Oui, et donc ça on en a parlé hier nous sur le Slack de Lifestyle, notamment avec Florian, et Florian nous disait qu'il avait remarqué une autre limitation, c'est en fait lié à l'émulation. En fait t'as une machine virtuelle et il trouvait qu'il y avait quand même une latence qui était fort sensible entre le moment où tu faisais ton action et le moment où ça réagissait. Est-ce que toi tu as pu tester ça ?
Alors, j'ai pas constaté vraiment ça, je trouve, parce que bon, après j'ai un PC qui est relativement performant, donc peut-être ça dépend, peut-être c'est assez gourmand et que ça dépend de la puissance du PC. Oh, notre Florian a une machine quand même qui est récente et bien puissante. Ce n'est pas mon expérience de la chose en tout cas, mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est que les applications que j'ai installées pour l'instant prenaient vraiment surtout en charge le format smartphone, et du coup ça donne une fenêtre qui est très verticale, assez ramassée, et quand tu la redimensionnes pour essayer de la rendre plus large, c'est assez rigolo. Il y a une sorte de bug où j'ai essayé de la redimensionner d'un côté, et en fait l'application t'affiche une sorte de zone grise, et quand tu relâches, elle reprend sa taille toute petite, mais sa taille petite du côté où t'as lâché en fait, donc ça donne que le mouvement, en fait, tu fais déplacer la fenêtre en fait quand tu essaies de la redimensionner. C'est comme si tu la tirais dans un coin de l'écran en fait. C'est assez particulier. Richard ? Est-ce que c'est le même comportement que l'application votre téléphone, là, enfin Your Phone, où justement quand tu lances une application Android, quand tu veux redimensionner la fenêtre, t'as un comportement qui est un petit peu bizarre, quoi. Oui, je pense que ça vient en fait tout simplement du fait qu'il y a peu d'applications Android qui sont vraiment qui prennent vraiment en charge d'autres formats que le format vraiment typique smartphone, même s'il y a des tablettes sous Android, etc. C'est un marché qui est compliqué pour même Google qui pousse ça sur les Chromebooks, etc. Arrive pas vraiment à motiver les développeurs pour faire des applications qui soient adaptées à tous les formats, quoi. L'écosystème est pas vraiment là en même temps. Donc, mais le marché non plus, peut-être que les gens, c'est vraiment le début et c'est balbutiant, donc les développeurs n'ont pas forcément envie d'investir du temps. Toi, tu le ferais, Richard, pour tes applications ? Enfin, je sais pas, t'as des applications sur Android ou pas ? Oui, c'est des applications PWA, donc je m'en moque un petit peu, quoi. Hein. Oui. Donc, personnellement, j'allais dire, je reviens un petit peu à la nécessité. C'est vrai qu'on demandait ces applications Android, on les veut. Maintenant, la question que je pose, qu'est-ce qu'on attend comme type d'application qui soit vraiment intéressante d'avoir sur son PC et qui sont des applications Android ? Avoir Candy Crush ou ce genre de choses, c'est pas vraiment ce que j'attends, quoi. Mais tu l'as déjà sur le Windows Store, Candy Crush, de toute façon. Oui, c'est vrai, oui. C'est un mauvais exemple, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, qu'est-ce qu'on accepte de ne pas avoir aussi pour avoir ces applications Android ? Est-ce qu'on accepte d'avoir une ergonomie un peu peut-être moins intéressante, comme uniquement l'affichage vertical ? Ouais. Ouais. Je sais pas. Après, il y a quand même moins d'applications qui sont réservées. C'est vrai que avec l'ouverture du store de Windows 11, c'est peut-être moins intéressant d'avoir les applis Android. En plus. Peut-être. Il y a quand même un usage qui a été trouvé pour l'instant que j'ai trouvé relativement pertinent, on va dire. C'est si vous êtes abonné à Apple Music. Il y a tout simplement l'application Android du coup qui est disponible. Enfin, on peut facilement télécharger l'APK de Apple Music. Et ça permet d'écouter sa musique facilement sur PC sans passer par iTunes, qui est quand même une catastrophe. Donc, voilà. Ouais, mais après, il y a plein de services de musique. Je sais pas, il y a Deezer, il y a Spotify, il y a Qobuz, il y a Amazon Music. Mais il se trouve que je pense qu'il y a des gens qui utilisent un PC et qui ont Apple Music, donc ça peut être une bonne... Si, j'ai trouvé une application. C'est vrai, je pourrais utiliser mon Surface Book pour diriger mon drone DJI grâce à son application. Ouais. Ça serait plus grand, plus pratique, plus performant. Ouais, ce serait un peu l'usine à gaz quand même. Ouais, t'as envie de t'amuser. Oui, voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on attend les applis Android, mais qu'on n'en attend pas énormément. C'est juste pour le plaisir de bidouiller. C'est un côté, je sais pas, technophile, finalement, qu'on a juste. Non, j'allais dire, je prends l'exemple d'Instagram. Ouais. Où pendant il y a que quelques jours ou quelques semaines où maintenant on peut à l'intérieur de Windows pouvoir poster des nouvelles vidéos, des nouvelles photos. Tu sais que tu pouvais bidouiller. Fallait juste lui dire que tu l'affichais en mode de téléphone. Voilà, tu te mets en F12, etc. Bon, même Michu, elle y arrive pas, quoi. Donc, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple facile, parmi tant d'autres, quoi, ou WhatsApp, qui n'était pas disponible sur Windows non plus. Et je suis sûr qu'il y a encore comme ça des applications qui n'existent que sur Android,
qui n'existe pas sur Windows, ni sous forme d'application PWA, ni sous forme de site web, où effectivement il y a cette possibilité. J'en ai pas en tête, mais... Oui, il y en a sûrement quelques-unes. Ok. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on attendait, mais qui n'a peut-être pas une importance non plus phénoménale. Absolument. Ouais. Cassim, t'es d'accord avec ça ? Oui, après en plus il faudra attendre, je pense, la version définitive. Voilà, définitive, et quand on aura l'Amazon App Store, nous en France aussi, qui sera peut-être plus simple pour installer des applications. Peut-être ça, l'expérience après s'améliorera, mais oui, pour l'instant, c'est clairement pas la révolution. De toute façon, moi, j'ai jamais trop cru à l'intégration des applications Android sur Windows 11. Pour moi, comme vous l'avez dit, c'est plus l'ouverture du Microsoft Store qui me semble beaucoup plus intéressante, quoi. Richard ? Oui, après j'ai cru voir que actuellement il y a que 50 applications de l'Amazon Store qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'ils filtrent encore les applications qui seront disponibles à l'intérieur même de l'Amazon Store. Oui, c'est fort possible. Après, du coup, j'ai pas eu accès à l'Amazon App Store, donc j'ai pas trop pu vérifier la disponibilité des applications. Après, c'est peut-être que pendant la bêta aussi peut-être pour éviter les problèmes, quoi. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû essayer d'envoyer des APK, peut-être les faire tourner en passant par cette machine virtuelle. Oui, ça par contre, ça marche. Ça marche bien. Ok. Bon, allez, moi je vous propose de laisser les applis Android de côté. On va attendre que ça sorte de manière un peu plus officielle. Et on va parler un petit peu du WP. Ah, j'ai du mal à le dire. D'ailleurs, peut-être c'est pas la peine que je m'entraîne. Richard, les UWP, qu'est-ce que t'en penses en ce moment ? Oui, c'est pas trop la peine effectivement de s'entraîner à le prononcer, ni de savoir à quoi qu'est-ce que veut dire l'acronyme UWP. Pourtant, c'est universel. Oui, voilà. Donc, alors c'est une technologie qui est apparue en 2015, si je ne m'abuse. Donc, qui permettait de développer théoriquement sur n'importe quel type de plateforme Windows, donc aussi bien les Windows Phone, Windows que les applications Xbox. Donc, actuellement, c'est toujours le cas, sauf qu'il n'y a plus les Windows Phone. Et il est apparu que cette semaine ou la semaine dernière, il y a eu une mise à jour de la documentation du Windows App SDK. Là, je rentre dans les termes techniques, dans lequel il est apparu que Microsoft donnait tous les conseils pour faire la migration de ces applications UWP vers le Windows App SDK, donc qui est la future plateforme de développement sous Windows. Donc, alors tout le monde s'est un petit peu emballé en disant ça y est, UWP est mort, etc. Bon, de toute façon, on sait très bien qu'UWP est mort à terme et que il va pas ressusciter de ses cendres en venant d'on ne sait où. Donc, on sait très bien que d'ici quelques mois, j'allais dire, UWP sera plus là, sera remplacé heureusement par des technologies un petit peu plus modernes, un petit peu plus unifiées, et qui satisferont les développeurs. Maintenant, pour monsieur et madame Michu, qu'est-ce que ça change ? Ça change que au niveau de la disponibilité des applications, ce sera beaucoup plus simple. Il y aura une meilleure disponibilité au sein du Windows Store. Et puis on pourra aussi avoir des applications comme on avait traditionnellement il y a très longtemps. On va sur un site web, on clique sur un fichier, on le télécharge et puis on installe l'application correspondante. Donc ça c'est pas encore disponible actuellement, mais le futur va aller vers cette option-là. Alors si je dis ça, c'est que bien sûr ça permettra d'avoir des applications qui seront sandboxées, donc qui seront secure, safe pour les utilisateurs, donc pas par rapport à un exe traditionnel. D'accord. Bon, en fait, c'est une amélioration de ce qu'on connaissait avec les exe. Ça apporte une partie des bénéfices de l'UWP. Voilà, c'est ça, oui. Du sandboxing, du sandboxing. Voilà, merci. Okay. Qui permet d'avoir quelque chose qui soit le plus secure au niveau des utilisateurs. D'accord. Merci. Cassim, tu veux rebondir là-dessus ? Non, je pense que t'as tout dit, mais non, ça me semble, au moins ça me semble plus clair, je trouve, ce qu'ils veulent faire là, que juste ne rien dire justement et laisser un peu couler le truc. Là, au moins, commencer à conseiller les gens sur la façon dont ils peuvent migrer sur les nouvelles plateformes, ça me semble plus intéressant.
Ok. Et sachant que, oui, juste un truc, c'est qu'ils ont fait paraître, il y a cette documentation qui est apparue, donc il y a eu un tweet, il y a tout le monde qui s'est enflammé là-dessus en disant UWP est mort, etc. Et la documentation a continué à évoluer, et 3 jours après, il y avait des exemples complets d'applications UWP, comment les migrer vers la nouvelle technologie, quoi. Donc ils n'ont pas dénigré ce qu'ils avaient dit, quoi. Ouais. Mais après, est-ce que dans les faits, UWP n'était pas déjà mort? Enfin, ça avait arrêté d'évoluer un peu, non? Oui, et puis je connais peu de personnes qui utilisaient cette technologie. Voilà. Donc voilà, la technologie était déjà, on va dire, en pause. Maintenant, c'est clair. Passer à autre chose. Ouais. Allez, nous on va faire pareil, on va passer à autre chose. C'est toujours pour toi, Richard. On va rester dans le code, mais de manière beaucoup plus légère et peut-être de manière navigatrice. Visual Studio Code arrive sur le web. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans ? Alors, Visual Studio Code, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un nouvel éditeur c'est un nouvel éditeur développé par Microsoft en open source, qui permet d'éditer n'importe quel type de fichier. Jusqu'à présent, fallait télécharger une application chez Microsoft qui était une application Electron, donc pour pouvoir l'utiliser. Ça nous permettait d'éditer de façon très puissante énormément de types de fichiers. Ça a remplacé beaucoup d'éditeurs qui étaient un petit peu phares sur le marché, comme Vim ou Notepad++, qui était surtout le gros concurrent en direct, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui a eu un succès énorme, qui est vraiment grandissant de jour en jour. Beaucoup de développeurs et de non-développeurs l'utilisent, et maintenant il y a une version web qui existe. Donc il suffit de lancer Edge ou Chrome, donc des navigateurs modernes entre guillemets. Et donc vous allez sur ce site web et vous avez l'interface de Visual Studio Code qui apparaît. Vous pouvez ouvrir vos fichiers, éditer des fichiers Markdown, des fichiers texte, des fichiers JSON, etc., HTML, et conserver ça à l'intérieur du navigateur et accéder à vos fichiers sur votre disque dur de façon à l'intérieur du web. Donc ça permet, quand on est dans Windows, de l'utiliser. Quand vous êtes sur Mac, il existe aussi une version de Visual Studio Code pour Mac. Et vous pouvez très bien imaginer d'utiliser un iPad ou des surfaces Android et d'avoir ce même type d'environnement. D'accord. Et tu parlais des navigateurs qui utilisent la base Chromium. Firefox ne peut pas faire tourner visualcode.dev ? Si, il peut le faire, et normalement, il peut accéder également au fichier système. D'accord. Donc, fichier système, au fichier de votre ordinateur. Ok. Alors, je pense c'est plus aux vieux navigateurs, genre Internet Explorer ou Safari, ou ce genre de choses, qui peuvent pas faire ce genre de choses, quoi. Mais on ne pourra que conseiller d'utiliser des navigateurs web à jour. Voilà. Et moderne. Ok, donc pour cette partie Windows, je pense qu'on a fait le tour. On va donc sauter sur la partie Xbox. Alors, avant d'attaquer sur le premier article, Richard, est-ce que toi t'es joueur sur console ? Je suis joueur. Mais pas sur console, t'es joueur PC. Je suis joueur PC. Historiquement, oui, je suis joueur PC. J'ai une console Xbox. S, oui, c'est ça. Ouais. J'arrive pas à trouver la X. Je sais pas où on peut la trouver d'ailleurs. Faut avoir de la chance, je pense, Cassim. Oui, c'est ça. C'est toujours très très compliqué de la trouver pour l'instant. En ce moment, il y a eu plusieurs mois où là il y avait peu de stock. Et là, en ce moment, il y en a encore. Enfin, il y en a un peu qui revient de temps en temps, mais c'est. Et ouais, il faut surveiller des comptes spécialisés sur Twitter. Et en à peu près 30 secondes, elles sont en rupture, quoi. Ouais, donc je suis pas assez joueur pour. Je laisse à ceux qui sont fondus. Ils sont plus impatients que moi, donc. Mais non, moi c'est plutôt joueur PC. Et si tu veux, par exemple, je suis un fanat de Formule 1, donc j'ai un gros volant. Un pédalier.
Oui, volant, pédalier, enfin la totale. Oui, la totale. Ouais. Et puis j'étais fan aussi de tout ce qui était les X-Wing, la série des X-Wing. Donc là, par contre, j'ai la manette, joystick. Le joystick, ouais. Et puis voilà quoi. Mais le seul problème, c'est que j'ai plus beaucoup de temps pour pouvoir jouer. Et puis maintenant, à chaque fois que je joue, comme je me fais un petit peu vieux, je suis un peu nul, et donc j'ai du mal à jouer correctement, quoi. Ouais, il faut changer le niveau de difficulté. Tu prends un peu plus facile, et tant pis. Voilà, c'est ça, ouais. Bon. Et pour jouer, sinon, est-ce que toi, tu utilises le Game Pass oui, pour accéder au jeu? Oui. Ouais. Moi, j'ai la totale. Okay. Alors Cassim, je crois que Microsoft avait quand même des gros objectifs sur le Game Pass. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs? Non. Mince. Oui, c'est grave, docteur. C'est pas si grave que ça, mais ça dépend ça dépend à qui tu demandes. Il y en a certains sur Twitter qui se sont sentis très très agressés par cette information. Ouais. Bref, donc en fait on a appris, en fait Microsoft a transmis un document financier vraiment donc au SEC, donc c'est l'organisme en gros aux États-Unis qui gère les marchés financiers. Donc c'est très officiel, c'est très sérieux. Et dans ce long document qui fait beaucoup de pages, il y a notamment les objectifs qu'avait placé Microsoft sur les bonus de cette année-là, plus des cadres. En gros, aux cadres de Microsoft, ils ont des bonus sur s'ils arrivent à remplir certains objectifs. Ouais. Dans les objectifs, il y avait des choses comme le nombre d'utilisateurs de Microsoft Teams, enfin voilà, des choses de ce style-là, des trucs sur les surfaces, etc. Et donc, dans la partie Xbox, il y a un objectif, et LinkedIn, voilà. Et il y a un objectif sur le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass. Et ils avaient un objectif de croissance de 47,80%. Alors là, c'est énorme. Je parle de juin 2020 à juin 2021. Faut resituer. Microsoft a des années fiscales qui sont de juin en juin, en fait, de mois de juin en mois de juin. Donc ils sont un peu décalés. Donc là, c'est sur l'année fiscale précédente, donc c'est de juin 2020 à juin 2021. Et ils voulaient gagner 47% d'abonnés Xbox Game Pass, et ils n'en ont gagné que 37%. Ouais, enfin, c'est loin d'être ridicule, hein. Donc c'est très loin d'être ridicule déjà, effectivement, c'est déjà un beau score. Il faut comprendre en fait que déjà on est en pleine pandémie, et que c'est très compliqué de dresser des objectifs. On est dans l'inconnu un peu, quoi. Surtout en plein milieu, entre l'année 2020, fin de juin 2020 à juin 2021, c'était l'inconnu la plus totale. Ouais. L'année 2020 a bénéficié énormément aux jeux vidéo et à la tech. C'est des années records, comme, enfin voilà, ils n'ont jamais vu. C'est des années records, quoi. Et donc c'était difficile, de mesurer un peu la progression. Je pense qu'ils ont visé un peu trop haut. Et puis l'autre point, c'est que Halo Infinite était censé sortir à la fin de l'année, enfin en plein milieu de cette année-là, en fait, en gros, vu qu'il était censé sortir fin 2020. Et il a été décalé, comme chacun sait. Il sortira dans quelques mois. Donc du coup, c'était une grosse cartouche, quoi, qui a du coup raté sa sortie. Et du coup, forcément, c'est une cartouche qui, on l'imagine, aurait dû faire grossir le nombre d'abonnés. Donc ça n'a pas été le cas. Et du coup, donc ils ont raté leur objectif. Ce qui est surtout en fait à retenir, plus que le fait d'avoir raté l'objectif, c'est donc le fait qu'ils ont eu une croissance effective de 37%, parce que c'est intéressant parce qu'ils communiquent jamais leurs chiffres. Donc forcément, quand on arrive à avoir des petits trucs comme ça, voilà, on prend. Tout le monde se saute. Et surtout, on est en mesure de calculer, comme on avait le chiffre en juin 2020, on est en mesure de calculer à peu près combien ça fait. Le nombre d'abonnés. Et ça fait qu'on estime donc à environ 20 millions de nombre d'abonnés au Game Pass à juin 2021. Ce qui veut bien dire que quand il y avait le patron de Take-Two il y a quelques semaines qui avait évoqué le chiffre de 30 millions, c'était bien une bourde, c'était complètement une erreur, hein. Alors certes, c'était il y a quelques semaines et on pourrait imaginer que Microsoft est passé de 20 à 30 millions d'abonnés en l'espace de 3 mois, mais ça me paraît complètement fantasmé. Oui, c'est clair. Il y a eu, c'est le milieu de l'été, il y a eu aucune grosse sortie. Je vois pas ce qui aurait poussé d'un coup 10 millions de gens à s'abonner. Il y a rien de logique.
Surtout que en fait, tu regardes la croissance, enfin, ça voudrait dire que le truc a pris un tiers de croissance en plus d'un coup en 3 mois, alors que la croissance ralentit en fait. En gros. C'est ça Ben oui, logiquement. Et ce qui est logique, oui, c'est de plus en plus difficile d'avoir. Enfin, plus t'as d'abonnés, plus la croissance elle est plus compliquée à avoir, puisque ça veut dire en pourcentage, ça veut dire avoir encore plus d'abonnés, quoi. C'est ça. Ça veut dire que tu vas aller chercher chez la concurrence et en tirer de moins en moins. Petit à petit, voilà. petit à petit. Et alors après, du coup, la question reste de voir à la fin de l'année, là, justement, il y a Forza qui sort, il y a Age of Empires qui sort, il y a Halo Infinite qui sort dans les 3 prochains mois. Il y a une grosse mise à jour aussi de Minecraft qui va sortir. Est-ce qu'ils vont réussir à rebooster la croissance ou pas? Ça, c'est à Microsoft de voir. Mais en tout cas, ça va être une période importante, je pense. Ça va peut-être permettre de garder la croissance qui avait déjà été acquise. Moi je trouve que c'est quand même des chiffres qui sont énormes et je vois pas ça comme une déception après de mon côté. Mais... Non, clairement pas. Ce que je veux dire, c'est que je pense que eux, avec les objectifs qu'ils se fixent eux-mêmes, si le chiffre d'abonnés, le nombre d'abonnés, ne croît pas énormément alors qu'ils sortent 3 ou 4 gros jeux, je pense qu'ils vont commencer à se poser des questions. Oui. Ils vont pas annuler le Game Pass, ils vont pas l'abandonner d'un coup, mais ils vont peut-être se poser des questions sur est-ce qu'il faut qu'on propose quelque chose en plus dedans, est-ce que les DLC faut qu'on les rajoute, enfin tu vois, ça peut être des trucs comme ça, ça peut être est-ce qu'il y a un prix à modifier, est-ce que voilà. Ça fait pas mal de questions qui peuvent être posées. Ok. On va passer peut-être sur des choses un petit peu plus rafraîchissantes, Cassim. Ouais, rigolote. Rafraîchissante, c'est le mot. Voilà, en plus, on arrive à l'automne, donc c'était important. C'était une blague à l'origine quand, en décembre 2019, Microsoft a présenté la Xbox Series X pour la première fois, le design. Oui. Les gens se sont moqués de la Xbox et l'ont comparé notamment à un frigo. Oui. C'est devenu un mème sur internet, tout le monde se moquait. Et le truc a fait son chemin et on en arrive à la disponibilité, ou plus vraiment maintenant, mais la sortie en tout cas, du mini frigo Xbox Series X. Alors c'est peut-être plus une glacière qu'un frigo, je crois. Je ne sais une pas. Une glacière réfrigérante, mais c'est pas vraiment un frigo quand même, vu ce qu'ils en disent. Je crois que tu gagnes 20 degrés par rapport à la température extérieure. Oui, c'est vraiment, je crois que ça se branche en USB. Tu peux le brancher sur secteur, sur allume-cigare. Non, pardon, il a un port. Je suis pas sûr. Il a un ou deux ports USB. Tu peux charger des trucs dessus, ouais. En fait, il a les mêmes ports que la console en façade. Il a pas de port Thunderbolt. Non. Il est censé pouvoir contenir 12 canettes. Alors, il y a le débat, je l'ai jamais vu en vrai, donc il y a le débat sur le fait que est-ce que les canettes modernes qui ont un format un peu plus allongé et moins gros, ça passe ou pas. Ça, si c'est les grosses canettes de bière qu'il y a aux États-Unis là, qui font je sais plus combien là, 75. Oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a eu son petit succès parce que ça a été en précommande à 99€ et il y en a plus. Ça a été en rupture de stock quasi instantanément. Et comme tout en ce moment, il y a des petits malins qui revendent ça très très cher sur eBay. D'accord. En ayant subtilisé les stocks, c'est comme ça. Même les mini frigos, les gens. Des gros bourrins. Même sur les mini frigos, les gens en profitent alors que c'est quand même plus une blague qu'autre chose. Enfin voilà. Mais qui est le fabricant? Alors c'est pas Microsoft. C'est Microsoft qui le commercialise très officiellement, mais ils ont fait faire ça à une autre boîte. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de visibilité sur les stocks justement. C'est pas eux qui se chargent. D'accord, mais c'est vraiment un produit tamponné entre guillemets Microsoft quoi. Ouais, en tout cas c'est un projet mené par Microsoft de lancer ça. C'était une blague. Oui, c'est drôle. Oui. C'était une blague qui était devenue un pari en fait de mémoire, si je me souviens bien de l'histoire. Quand il y a eu le leak de la Xbox Series S. L'année dernière, le compte Xbox Twitter a très bien réagi en utilisant un mème avec cet ours en peluche qui détourne un peu le regard, qui est un peu gêné et qui détourne le regard pour en gros dire qu'ils avaient vu les fuites et en gros ils les reconnaissaient du coup sans vouloir trop le dire. Ça avait fait énormément rire, tout le monde avait salué le fait que c'est toujours rigolo une marque quand elle reconnaît une fuite, on a gaffé quoi. Et du coup le tweet avait été nominé à un truc de marketing, de prix de marketing,
Et le patron du marketing de Microsoft avait dit on fait le pari, s'il remporte le prix, on fait le frigo. On fait le mini frigo, et il a remporté le prix. Et on va faire le mini frigo, et donc c'était le pari. Bon, et après, donc il l'a. Ouais. Au niveau R&D, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de boulot non plus. Mais quoi. voilà, mais c'est rigolo, quoi. Ouais. C'est ça, c'est rigolo. C'est bon enfant comme truc. Oui, je pense pas qu'il faut pas trop les juger. Non. Pas... Ok, super. Allez, on passe sur les news en bref, Cassim. Cette fois-ci, on parle de Xbox Series X, la vraie, pas le frigo, qui a une interface qui passe à la 4K. Oui, pour ceux qui ont la télé qui va bien. Oui, c'était déjà en bêta. Là, maintenant, c'est la mise à jour téléchargeable par tout le monde. Voilà, il y a rien de plus à dire. Le dashboard, l'interface globale de la console avant, si tu avais un écran 4K, il pouvait apparaître un peu pixelisé parce qu'il était en définition classique. Là, il passe en 4K. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ben maintenant, on va passer aux cartes d'extension qui arrivent. Donc, si je dis pas de bêtises, il y avait des cartes d'extension de 1 Go qui étaient vendues par Seagate. 1 Tera, pardon, pas 1 giga, c'est 1 giga, ça fait peu beaucoup. Oui, ça fait peu, surtout en 2021. Donc maintenant, on a des cartes d'extension 512 Go à 165 € et de 2 Teraoctets à 490 €. Oui. Bim. C'est-à-dire quasiment le prix d'une Xbox Series X. C'est ça. Pour rajouter 2 Tera de stockage. Malheureusement, c'est pas si cher que ça dans le sens où c'est les prix du marché. Ouais. C'est très cher pour la capacité, on est tous d'accord. Mais juste, c'est pas Microsoft qui est hors de prix, c'est à peu près les prix du marché. Les SSD de PlayStation, par exemple, pour la PS5 sont aussi chers, à la différence près que les SSD de PS5 sont beaucoup plus rapides, mais c'est des SSD internes, donc il faut faire des coups de tournevis et tout ça pour l'intégrer. Alors que le SSD de la Xbox, là, qui vendent, les cartes d'extension sont très petites, sont miniaturisées, sont plus lentes, mais sont miniaturisées et sont faites packagées et tout pour que ce soit très simple à utiliser. Donc ça a un coût aussi. C'est du sur-mesure en gros pour la Xbox, donc ça a forcément un coût. Donc l'un dans l'autre, les deux ont des avantages, quoi, on va dire. Ok. Juste une petite question par rapport à ça. Tu disais que le SSD était plus lent sur les cartes d'extension. C'est le SSD de manière générale sur Xbox qui est plus lent ou c'est juste celui-là ? Oui, c'est d'une manière générale, la Xbox a un SSD qui est plus lent. Le SSD que Seagate vend est à la même vitesse que le SSD interne de la console. D'accord. Globalement, il y a vraiment très donc peu de les différence. performances sont les mêmes quand on est le jeu sur la carte d'extension ou sur le interne, ouais. Exactement, c'est vraiment juste que la PlayStation 5 a davantage misé dans ses caractéristiques sur la vitesse de son SSD. Et donc, elle aussi, à chaque fois, la philosophie est que quand tu veux rajouter du stockage, il faut que tu aies un SSD qui ait la même vitesse, au moins la même vitesse que le SSD interne de la console. Comme la PS5 a un SSD plus rapide, quand tu veux rajouter un SSD à ta PlayStation 5, il te faut un SSD qui est aussi plus rapide. Logique. Que celui côté Xbox. Ouais. Ok. Et on arrive sur la dernière news. Ce sont les gros titres qui arrivent dans le Game Pass en cette fin octobre. Ouais, alors j'ai pas tout listé parce qu'il y a toujours une pelletée. J'ai vraiment retenu les 4 gros qu'il fallait retenir. Même les 5, en fait, j'en ai oublié un. Ah zut. Alors il y a Age of Empires 4 le 28 octobre. Donc là, qui arrive dans quelques jours au moment où on parle. Il y a qui arrive sur PC. Ouais, PC bien sûr. Uniquement. PC et pas de console. Et tant pis pour PC vous. Uniquement. C'est toujours. Alors, un jour on en parlera peut-être, mais Microsoft a une stratégie très très bizarre finalement, où quand ils ont décidé de reséduire à nouveau le PC, ils ont dit désormais les jeux Xbox on les sort le même jour sur PC, mais ils ont jamais fait la promesse inverse, ce qui fait que là c'est le 3e jeu en 3 ans qui sort d'abord sur PC et peut-être un jour plus tard sur console. Il y avait eu Gears Tactics, le premier. Le deuxième était Flight Simulator, qui avait fini par arriver. Et les deux ont fini par arriver. Et là, donc, Age of Empires 4 ne sort que sur PC pour l'instant. Peut-être plus tard sur Xbox. Peut-être le jour où ils sortiront clavier et souris sur console, ça pourra marcher. Théoriquement, le clavier est supporté par la série X. Ouais. N'importe quel clavier USB. N'importe quel clavier, je pense, normalement, et surtout, après, par contre, c'est du cas par cas, ça dépend des jeux. D'accord. Ok. Donc, Age of Empires 4. Ensuite. Ouais. Alors, The Forgotten Cities, c'était à la base un mode pour Skyrim qui est devenu un jeu complet. C'est un jeu d'enquête qui a été très très bien reçu par la presse, donc c'est pour ça que je voulais le noter. C'est un jeu qui est quand même assez important sans être ultra connu non plus. Ouais. Alors, lui, c'est Cloud, Xbox et PC. Et pareil, le 28 octobre. Minecraft ensuite. Alors Minecraft, il était déjà disponible dans le Game Pass sur console.
Mais c'est la version Bedrock. Alors, c'est les deux versions sur PC. Alors, du coup, donc il arrive sur console, PC, c'est que Bedrock. Alors, sur console, c'est que Bedrock parce qu'il n'y a que Bedrock qui existe sur console. Et du coup, là, Minecraft, le 2 novembre, arrive sur le Xbox Game Pass pour PC en double édition, à la fois la version Bedrock et la version Java. Pour rappel, la version Java, c'est la version historique du jeu qui ne tourne que sur PC. Ouais. Alors que la version Bedrock, c'est la version universelle du jeu qui tourne sur toutes les consoles à peu près du monde. Et qui permet justement le crossplay entre toutes les plateformes et tout, donc c'est la version moderne, mais qui a un peu moins de fonctionnalités, qui est un peu moins modable, etc. C'est ça. Mais pour tous les mini-jeux, là, il y a plein de trucs que tu ne peux faire que sur la version Java. Mais du coup, ils continuent de mettre à jour les deux, et là au moins ils proposent sur la version PC, ils proposent vraiment les deux du coup. Mais c'était pour moi, c'était un vrai des gros torts du Game Pass PC, c'était que c'est un jeu Microsoft. C'est clair, depuis qu'ils l'ont racheté. Il y a tous les jeux Microsoft théoriquement sur le Game Pass et il n'y avait jamais eu Minecraft jusqu'à présent, donc c'était un peu ridicule. Là, le tort est réparé à partir du 2 novembre. Alors ensuite, c'est un jeu pour Richard. Moi, c'est de la simulation. Oui. Pas tant que ça. Enfin, tu devrais tester en tout cas parce que c'est Forza Horizon 5 le 5 novembre qui du coup c'est la saga Horizon, donc c'est pas trop de la simulation. C'est un peu sérieux, c'est plus sérieux que Need for Speed ou Burnout ou Wipeout, mais c'est pas non plus Gran Turismo ou Forza Motorsport, quoi. Tu peux aller dans l'herbe, tu peux faire. Je suis jamais dans l'herbe, moi. Si tu vas me vexer. tu peux avoir des véhicules un peu ridicules, je crois. Tu peux rouler en Lego. Des overboards, des Lego, des trucs. Donc c'est le 5 novembre, là c'est quand même le gros jeu de Microsoft. C'est super Forza quand même. Puis là il s'annonce comme un des jeux de l'année en termes de réalisation. Donc là pareil c'est Cloud, Xbox et PC. Ouais. Et le dernier jeu il a été annoncé aujourd'hui, j'ai oublié de le noter, c'est GTA San Andreas Definitive Edition. Le retour de la trilogie. En fait Rockstar Games a dévoilé au fur et à mesure des dernières semaines, et là plus précisément aujourd'hui, le retour de la trilogie GTA, donc le GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, en version remasterisée. Ils l'ont porté dans un nouveau moteur graphique, ils l'ont vraiment retravaillé. Parce qu'il était moche. Il était très moche, c'est de la PlayStation 2 à la base, et c'est de la PlayStation 2 qui était moche à la base, c'est-à-dire que le jeu était conçu comme c'était un open world. Clairement, le jeu misait plus sur son gameplay que sur son aspect graphique à l'époque. Enfin, toujours les GTA, je trouve que ça a jamais été très beau. Non, ça s'est jamais. Et puis, ça fait partie pour moi du. Enfin, le but était de faire un peu cartoon et puis de miser plutôt sur le gameplay et sur le fun que sur la réalisation, quoi. Ouais. Après, du coup, donc là, ils ont annoncé ce remaster qui sortira le 11 novembre. Donc c'est toute la trilogie qui arrive en remaster à 60€ sur un peu toutes les consoles de jeu. Mais il y a dans cette trilogie du coup l'épisode San Andreas, donc qui est pour moi le meilleur des trois, mais c'est sujet à débat. Il sera disponible dès le premier jour directement dans le Game Pass. Microsoft n'a pas précisé quel catalogue. Moi je pense que c'est les catalogues consoles. Je pense que pour le coup les joueurs PC pourront l'avoir derrière l'oreille. Ouais. Je pense que, en fait, c'est plutôt le fait que Rockstar a l'air de pointer vers une exclusivité sur PC pour le Rockstar Game Launcher, qui est leur propre plateforme. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est ce qui fait qu'il sera pas sur le Game Pass PC, parce qu'il sera même pas sur Steam a priori. D'accord. Et par contre, on aura du coup sur console Xbox, on aura donc San Andreas gratuitement dans le Game Pass dès le premier jour au lieu de payer la trilogie. Donc ça peut être bonne façon de prendre goût à ce remaster et de tester la qualité de ce remaster qui promet aussi un ravalement du gameplay, pas mal de petits changements aussi, esthétique et de gameplay. D'accord. Pour la petite histoire, GTA 3 arrivera dans le concurrent, chez le concurrent, c'est-à-dire le PlayStation Now, mais seulement en décembre. Donc ils ont payé, et Sony a clairement moins payé vu qu'ils ont pris GTA 3 plutôt que San Andreas, et ils ont moins payé aussi parce qu'ils ont le jeu un mois après et pas le jour même. Donc je pense que Microsoft a sorti le chéquier.
C'est ça, je crois. Ok, ben merci beaucoup Cassim. Je crois qu'on a fait le tour. Richard, tu voulais peut-être intervenir? Oui, moi je voulais savoir au niveau de la Xbox Series X, est-ce qu'on a on a des jeux actuellement qui utilisent pleinement sa puissance? Moi, j'aurais envie de te dire que non. Voilà, est-ce qu'il y en a à part Halo qui doit paraître d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on a d'autres horizons? Ou c'est encore Waterloo Morne-Plaine? C'est toujours compliqué à évaluer parce que les jeux pour l'instant continuent de sortir sur les 2 générations à la fois. Certains te diraient que les jeux qui sortent sur Xbox One et qui sont boostés sur la nouvelle console utilisent quand même les capacités de la nouvelle console. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de jeu où tu sens que le développement, où tu sens que le développement a commencé en pensant à la nouvelle console et uniquement pour la nouvelle console et du sur-mesure pour la nouvelle console qui utiliserait à fond, voilà. Ça, à mon avis, il va falloir encore un petit peu attendre. Pareil pour la PlayStation, un peu moins vrai pour la PlayStation, mais pareil pour la PlayStation quand même. Voilà, là tu sens qu'on est encore entre les 2 générations. Après, ça veut pas dire que les jeux tirent pas parti de la nouvelle console. Hein. Là, par exemple, oui, mais ils donnent pas le meilleur possible. Dans Horizon 5, clairement, déjà, on commence à rentrer petit à petit dans cette période où clairement les jeux vont être plus beaux sur la Xbox Series X que sur la Xbox One, quoi. Ouais, mais là, est-ce qu'il va sortir Forza Horizon 5 sur la Xbox One? Oui. Ouais, oui. Ah, d'accord. Ok. Oui, tu vois, je pensais qu'il sortirait même plus, lui. Si, il continue. Il y en a encore pour un petit peu. Halo Infinite aussi. Je pense que c'est surtout à partir de 2022 où on va commencer à avoir des jeux qui ne sortiront plus sur Xbox One. Ouais. Alors après, attention, c'est pas parce qu'un jeu ne sort pas sur Xbox One qu'il n'aurait pas pu sortir sur Xbox One. C'est aussi un jeu commercial. Oui, après ça peut être un choix aussi. D'essayer de pousser les gens à migrer, mais... Après, on l'aura peut-être sur xCloud. Donc on pourrait y jouer sur Xbox One grâce à xCloud. Il y a des jeux, hein, qui commencent déjà... Il y a Flight Simulator, par exemple, qui n'est pas disponible sur Xbox One. Disponible que sur Xbox Series X. Il y avait The Medium aussi, qui n'était pas sorti sur Xbox One. Donc il y en a quelques-uns, hein, mais c'est rare pour l'instant. Et c'est pas pour... Et en plus, quand tu les regardes, tu te dis, oui, à part Flight Simulator, qui lui peut justifier, la plupart, ceux qui sortent que sur nouvelle console, pour l'instant, tu te dis, oui, vous auriez pu sortir sur l'ancienne console quand même. C'est peut-être un choix politique, on va dire. Oui, c'est clairement un choix commercial, quoi. Ok. Merci. Bon, merci Richard, merci Cassim. Mon petit doigt me dit qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un test avec toi, Cassim. Un test à 2 visages. Ok, un test à 2 visages, moi on n'en dit pas plus, à vous de nous retrouver la semaine prochaine. Donc merci de nous avoir suivis, vous pouvez laisser vos commentaires dans les commentaires de l'article sur le site de Lifetile ou bien en bas de la vidéo YouTube. Voilà, portez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao tout le monde. Ciao.